Bonjour. Alors, on a passé pas mal de temps à étudier les circuits électriques dans ce qu'on appelle le régime sinusoïdal permanent. Alors, la justification, c'est que n'importe quel générateur, donc on va dire signal rentrant du circuit, eh bien, lorsqu'il est périodique, eh bien, il peut se décomposer en signaux sinusoïdaux. Donc du coup, l'étude d'un circuit en régime sinusoïdal permanent, c'est un petit peu étudier le circuit dans son fonctionnement entre guillemets de base. Et donc on a vu que dans ce type de régime, eh bien, donc toutes les grandeurs du circuit sont évidemment sinusoïdales puisqu'on est en régime permanent. Et puis on a vu que les caractéristiques des grandeurs, la très grande majorité du temps, eh bien, dépendaient directement de la fréquence de l'excitation. Donc quand je dis excitation, en général ce sont les générateurs ou les générateurs équivalents. Donc ça veut dire qu'une même grandeur eh bien, ne va pas du tout être la même selon que le générateur est à une basse fréquence ou par exemple à une haute fréquence. Voilà, donc les signaux dépendent directement de la fréquence. En tout cas leurs caractéristiques, c'est-à-dire leur taille, leur importance et puis leur phase. Et bien ça, on va l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du filtrage. Et ça va être l'objet de ce dernier chapitre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un filtre dans le langage courant? Eh bien, l'idée, c'est que quand on applique un filtre à quelque chose, eh bien, c'est parce que on a une grande quantité de ce quelque chose et on ne voudrait laisser passer, enregistrer, prendre en compte qu'une partie intéressante de ce grand ensemble. Alors quand on dit intéressante, ça veut donc dire qu'il va y avoir au moins un critère qui va nous permettre de dire ça c'est intéressant, je garde, je fais passer, j'enregistre. Et puis ça m'intéresse pas, je mets à la poubelle. Voilà, donc forcément, qui dit filtre dit critère. Alors, par exemple, un tamis, on peut considérer que c'est un filtre puisque donc il y a un critère de taille. Tout ce qui est trop gros ne passe pas, tout ce qui est plus petit que la taille limite passe. Alors on peut penser à des tamis un peu plus, on va dire, développés. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de vêtements perspirants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez, je sais pas, vous balader, faire une randonnée et qu'il pleut, eh bien, le vêtement laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire que vous avez chaud parce que vous faites du sport, donc la vapeur d'eau va passer et donc vous n'allez pas être trempé à l'intérieur, mais par contre, l'eau liquide ne va pas passer. C'est-à-dire que s'il pleut, eh bien, vous n'êtes pas non plus trempé par l'eau qui vient de l'extérieur. Donc ici, à nouveau, c'est comme le tamis, il y a une question de taille, puisque l'eau liquide, ça va être des grosses gouttes, alors que la vapeur d'eau, eh bien, ça va être des molécules d'eau. Donc les molécules vont pouvoir passer et pas les grosses gouttes. Bon, des exemples, il y en a plein. Par exemple, les lunettes de soleil, eh bien, elles vont uniquement laisser passer les rayons théoriquement visibles et bloquer les rayons UV. Donc là, ça joue sur la longueur d'onde. C'est ça le critère. Pareil pour la serre. La serre, elle doit laisser passer les rayons visibles et bloquer les rayons infrarouges pour que les rayons infrarouges s'accumulent et donc chauffent l'intérieur de la serre. Et puis, un autre filtre, cette fois-ci électronique, c'est par exemple une radio, une télé. Lorsque vous sélectionnez une chaîne, eh bien en fait, vous allez sélectionner uniquement les fréquences correspondant à cette radio ou à cette chaîne. Donc là, votre télé, votre radio va filtrer, ne va laisser passer que les fréquences intéressantes. Donc ici, le critère, c'est sur les fréquences. Et bien dans ce chapitre, ça va être ça le type de filtre qui va nous intéresser. Ça va être des filtres qui ne vont laisser passer ou qui vont avoir des grandeurs de sortie importantes uniquement pour une certaine gamme de fréquences. Ça va être ça le critère, ça va être telle fréquence passe, telle fréquence ne passe pas. Bon, ça je passe un petit peu pour gagner du temps. Alors donc, qu'est-ce qu'on va voir? Bien déjà, on va
caractériser un filtre. On va définir une grandeur qui va permettre de caractériser ce filtre et qui s'appelle la fonction de transfert. Et à partir de la fonction de transfert, on va définir d'autres grandeurs filles qui vont nous donner des informations intéressantes sur ce filtre. Et ensuite, donc, on va définir la bande passante qui va justement être cette gamme de fréquences qui va, entre guillemets, passer. Ensuite, on va voir que pour caractériser un filtre, eh bien, le plus simple, c'est de faire une représentation graphique. Et pour que la représentation graphique soit très claire, eh bien, elle va être un petit peu particulière. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les diagrammes de Bode. Et puis enfin, on verra que les filtres, non seulement laissent passer ou ne laissent pas passer, mais sont même capables de réaliser des opérations sur les signaux. Allez, donc dans cette première vidéo, on va déjà définir les grandeurs et on va voir ce qu'elles nous permettent de caractériser. Alors ça aussi, je passe. Donc la fonction de transfert. Donc l'idée, c'est que un filtre, ça va être un circuit. Et avec ce circuit, eh bien, on va se définir une grandeur d'entrée et puis une grandeur de sortie qui va être la grandeur qui nous intéresse. Alors quand on dit grandeur de sortie, c'est pas forcément quelque chose qui sort du circuit. Ça va être par exemple une grandeur que je vais prendre dans le circuit et que je vais définir comme étant la grandeur de sortie parce que je vais l'utiliser ensuite pour autre chose. Donc par exemple, la grandeur d'entrée, ça va pouvoir être la tension d'un générateur, ou ça pourra être la tension récupérée dans une antenne, par exemple. Et puis la grandeur de sortie, ça pourra être eh bien, la tension aux bornes d'un des dipôles du circuit. Donc maintenant qu'on a défini entrée et sortie, eh bien, du coup le filtre, ce qui va le caractériser, ça va être son action sur l'entrée pour obtenir la grandeur de sortie. Et donc, du coup, pour caractériser cette action, eh bien, on va définir la grandeur qui va être tout simplement la sortie sur l'entrée. Et on va se placer donc en régime sinusoïdal permanent. Donc c'était ça qui était un petit peu expliqué dans la diapo d'avant, c'est que quel que soit le signal d'entrée, eh bien, vu qu'on peut le décomposer en signaux sinusoïdaux, eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour chacun des signaux sinusoïdaux, eh bien, comment il va sortir du circuit. Et pour le savoir, eh bien, du coup, on va être obligé de savoir, notre circuit, qu'est-ce qu'il fait à chaque composante sinusoïdale. Donc on a besoin de connaître sa fonction, son rôle pour chaque fréquence. Et donc, pour savoir, eh bien, c'est pour ça qu'on se place en RSP. Comme ça, on aura la carte d'identité du filtre pour chacune des fréquences. Et donc, cette carte d'identité, ça va être justement la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, grand H, ça va être défini pour chaque fréquence ou chaque pulsation comme étant la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. Donc ça, c'est la définition de la fonction de transfert. Et du coup, cette fonction de transfert, elle est définie pour chaque fréquence. Donc ça va être une fonction de la fréquence. Par exemple, pour 10 Hz, que vaut la fonction de transfert? Pour 15 Hz, que vaut la fonction de transfert, etc. Donc c'est pour ça que H, on a mis après, entre parenthèses, oméga, parce que c'est une fonction de la fréquence. Après, ça peut être bizarre qu'à droite, on n'a pas quelque chose qui dépend de la fréquence. On a quelque chose qui dépend du temps explicitement. Alors bon. En fait, il ne faut pas être choqué, parce que, vu qu'on utilise des grandeurs complexes associées, eh bien, S bar et E bar, ce qu'on voit dans la diapo d'après, eh bien, vont s'écrire S0 bar exponentielle j oméga t et E0 bar exponentielle j oméga t. Donc les exponentielles j oméga t se simplifient, donc en fait le temps se simplifie. Il ne va plus y avoir le temps à droite, donc c'est pour ça qu'à gauche il n'y a pas le temps. Mais par contre, l'amplitude complexe de la grandeur de sortie, elle va dépendre a priori de la fréquence. Ce qu'on a déjà vu, hein, selon la fréquence, eh bien, le signal de sortie va être différent. Donc c'est pour ça que H bar va dépendre de la fréquence. Alors, continuons quand même à développer pour voir ce que contient H bar. Donc S0 bar, l'amplitude complexe du signal de sortie, eh bien ça va être S0 exponentielle J fois la phase du signal de sortie. Alors,
pardon, je suis allé un tout petit peu vite. Pourquoi je parle toujours de signal de sortie, signal d'entrée? C'est parce qu'en fait, les signaux, ça peut être soit des tensions, soit des intensités. Donc c'est l'une ou l'autre. Donc c'est pour ça que pour rester général, je parle de signal. Je ne parle pas de tension de sortie ou d'intensité de sortie. Donc l'amplitude complexe du signal de sortie, ça va être son amplitude exponentielle j fois sa phase à l'origine. Et même chose pour l'amplitude complexe du signal d'entrée. Du coup, je peux mettre ensemble les exponentielles complexes et j'obtiens que la fonction de transfert à une fréquence donnée, eh bien, ça va être égal à l'amplitude du signal de sortie sur l'amplitude du signal d'entrée fois l'exponentielle de j fois le déphasage entre la sortie par rapport à l'entrée. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que cette fonction de transfert donc, qui caractérise l'action du filtre entre l'entrée et la sortie, et bien finalement ça contient, et ça c'est notamment l'utilité des grandeurs complexes associées, c'est que du coup une expression de h contient deux informations. L'information sur l'importance de la sortie par rapport à l'entrée, donc le rapport des amplitudes. Par exemple, si l'amplitude c'est 10 volts en entrée et en sortie c'est 1 millivolt, ben on voit que du coup à cette fréquence-là, eh bien, le filtre a tendance à complètement écraser le signal. Voilà, donc d'un côté ça contient le rapport des amplitudes, mais ça contient également le déphasage. Parce que ça va être intéressant. Est-ce qu'en sortie du filtre, le signal il est en phase, il est décalé, beaucoup décalé par rapport au signal d'entrée? Donc il y a cette double information qui est contenue dans la fonction de transfert, et vu qu'on travaille avec des fonctions qui sont sinusoïdales, bah, finalement la fonction de transfert contient la totalité de l'action du filtre. Mais le filtre ne fait rien d'autre que changer l'amplitude et changer la phase, puisque les signaux sont sinusoïdaux, donc c'est tout ce que ça peut faire. Alors maintenant qu'on a défini la fonction de transfert, on va du coup définir deux grandeurs phi. Parce que comme on vient de le dire, la fonction de transfert contient deux informations, donc eh bien, ces deux informations, on va les séparer dans deux grandeurs. Donc d'abord, on va définir la grandeur qui s'appelle le gain. Vous avez sûrement déjà entendu parler du gain. Alors simplement pour définir le gain, eh bien, il faut que la grandeur de sortie soit de même dimension que la grandeur d'entrée. Parce qu'en fait, le gain, ça doit être quelque chose qui soit sans dimension. Par exemple, un gain de 10, ça veut dire qu'en sortie, j'ai une grandeur identique, enfin de même dimension que la grandeur d'entrée, mais 10 fois plus grande. Voilà ce que ça veut dire le gain. Donc le gain, par définition, c'est le rapport entre l'amplitude du signal de sortie et l'amplitude du signal d'entrée dans le cas où ce sont des signaux de même dimension. Comme ça nous permet de dire que si le gain est inférieur à 1, pour une certaine fréquence, parce que donc le gain est une fonction de la fréquence, eh bien ça veut dire que le filtre atténue le signal à cette fréquence. En sortie, j'aurai un signal plus petit qu'en entrée. Si le gain est supérieur à 1, ça veut dire qu'au contraire, le filtre il donne de l'énergie, il booste le signal, ce qui fait qu'en sortie, il sera plus grand qu'en entrée. Et si le gain est égal à 1, eh bien, ça veut dire que le signal de sortie a la même taille que le signal d'entrée. Donc finalement, il n'a pas d'action sur l'énergie. Il ne va pas le doper, il ne va pas le diminuer, il ne va rien faire. En tout cas, en amplitude. Il pourra avoir un impact sur la phase. Donc maintenant qu'on a défini ce gain, comment faire pour l'obtenir à une certaine fréquence? Et bien en fait, vu que c'est S0 sur E0, quand on regarde H bar, S0 sur E0, eh bien c'est le module, puisque là on est en écriture trigo. Donc G, par définition, c'est le rapport des amplitudes, et pour l'obtenir, il suffira de faire le module de la fonction de transfert. Alors évidemment, c'est-à-dire qu'il faut connaître la fonction de transfert. On va voir dans un exemple dans quelques minutes comment on fait pour obtenir la fonction de transfert. Donc si on connaît la fonction de transfert, on connaît le gain en prenant le module. Deuxième grandeur phi, en fait, c'est simplement extraire le déphasage de la fonction de transfert. Donc le déphasage, il est où? Il est dans l'exponentielle complexe. Donc finalement, le déphasage par rapport à la fonction de transfert, c'est l'argument. Voilà, donc une fois qu'on aura la fonction de transfert h bar, eh bien on sortira le déphasage en prenant l'argument. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup, selon le signe du déphasage, si le déphasage est négatif, ça veut dire que le signal de sortie va être en retard par rapport au signal d'entrée. Et au contraire, si le déphasage est positif, eh bien ça veut dire que le filtre il a tendance à avancer le signal
puisque en sortie, le signal sera en avance par rapport à l'entrée. Bon, je vous laisse lire cette petite remarque si effectivement vous êtes choqué par ça. Allez, donc maintenant qu'on a posé ça, tout ça c'est très théorique, voyons comment faire en pratique. Donc on a un circuit RC qui est alimenté par exemple par un générateur. Encore une fois, ce générateur, ça peut être simplement une antenne qui reçoit un signal. Donc R, c'est alimenté par un générateur. Donc générateur sinusoïdal. Donc supposons que la grandeur de sortie, ça soit la tension aux bornes du condensateur. Donc ça c'est S de T. Donc pour avoir la fonction de transfert, qui est ce qui nous intéresse dans le filtre, eh bien il faut que je fasse S bar de T sur E bar de T. Donc autrement dit, il faut que je connaisse S bar de T en fonction de E bar de T pour avoir H bar. Voilà, on est dans une situation normalement qui doit vous rappeler des choses. On cherche S en fonction de E, et on a R et C qui sont en série. Donc on est pile poil dans la situation du pont diviseur de tension. Donc S bar de T, ça va être égal à l'impédance du condensateur sur la somme des impédances des récepteurs fois la tension totale aux bornes de l'ensemble. Du coup, je fais passer E bar à gauche et j'obtiens direct H bar. Et puis après, il suffit que je développe les impédances pour avoir l'expression de H bar. Donc je mets ZC en facteur, c'est plus simple, et j'obtiens donc H bar est égal à 1 sur 1 plus ZR, donc R, sur ZC, c'est-à-dire JC oméga. Donc JRC oméga. Et voilà, la fonction de transfert. Alors il sera très intéressant pour la suite de poser au maximum des fréquences ou des pulsations caractéristiques du circuit. Donc c'est-à-dire des pulsations qui ne sont pas maîtrisées par le générateur, mais qui dépendent uniquement des caractéristiques du circuit du filtre. Donc ici, ce qui constitue le filtre, c'est R et C, c'est ça le filtre. Donc on pourrait essayer ici d'introduire une pulsation qui dépend de R et de C, qui ne dépendent pas de oméga, de la pulsation du générateur, mais qui dépendent des caractéristiques du circuit. Et bien ça, on peut le faire facilement par analyse dimensionnelle. Ici, je vois que j'ai 1 plus ce terme, donc vu que 1 est sans dimension, il faut forcément que ce terme soit sans dimension. J, c'est sans dimension, donc forcément, pour que ce terme soit sans dimension, il faut que RC soit l'inverse d'une pulsation. Donc je vais poser RC égale 1 sur oméga 0. Donc, du coup, je peux réécrire la fonction de transfert sous la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors si je voulais, je pourrais aussi l'écrire avec les fréquences des pulsations. Ça dépend de ce qu'on préfère. En général, en théorie, on travaille toujours avec les pulsations, mais en pratique, ce qu'on maîtrise sur les générateurs, c'est la fréquence. Alors c'est très simple une fois qu'on a écrit ça comme ça, parce que vu que les pulsations c'est 2π fois les fréquences, bah, du coup j'aurai 2πf en haut, 2πf0 en bas, donc les 2π s'en vont. Donc c'est la même chose que 1 plus j f sur f0. Voilà H bar. À partir de H bar, je peux en déduire le gain et le déphasage. Donc le gain, en fonction de la pulsation, eh bien, ça va être le module de H bar en fonction de la pulsation. Bon, je vous laisse le faire, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, c'est très simple. Donc c'est module du haut sur module du bas. Le bas, il est déjà sous forme algébrique. Donc voilà ce qu'on obtient. Même chose avec les fréquences. Ensuite, le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée, eh bien c'est l'argument de H. Donc je fais argument du numérateur moins argument du dénominateur. Numérateur c'est 0 son argument puisque c'est un réel positif. Et dénominateur, je fais l'arc tangente. Donc ça fait moins arc tangente parce que donc au numérateur ça fait 0, moins arc tangente de partie imaginaire sur partie réelle. La partie imaginaire c'est oméga sur oméga 0, la partie réelle c'est 1. Donc c'est oméga sur oméga 0 sur 1. Donc ça fait juste moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Voilà, et là donc je retrouve bien le fait que les caractéristiques du filtre dépendent
de la fréquence d'excitation. Donc le gain sera différent pour deux fréquences différentes et le déphasage sera lui aussi différent pour deux fréquences d'excitation différentes. Donc le rôle du filtre dépend de la fréquence d'excitation. Voilà, alors pour finir les définitions pour caractériser le filtre, donc on a dit en introduction que le premier rôle d'un filtre c'était laisser passer ou ne pas laisser passer. Et donc pour ça on va définir la bande passante. Donc l'idée c'est que si le filtre entre guillemets laisse passer des fréquences, c'est parce que en sortie à ces fréquences-là, eh bien j'ai un signal qui est suffisamment important. Si le signal est trop petit, eh bien, il y aura un problème de ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc mon signal sera trop faible pour être utilisé. Il sera trop parasité. Donc on préférera l'éliminer. Ou alors c'était ça le but dès le début, d'éliminer un signal. Donc en le rendant très petit en passant dans le filtre. Donc pour ça, eh bien, il va falloir se trouver un critère pour dire ça passe pas. Alors pour un tamis c'est très simple parce qu'en vérité, les cailloux soit ils passent pas. Mais ici on n'a pas quelque chose d'aussi binaire. On a par exemple ici le gain qui va diminuer de manière continue avec la fréquence. Donc il n'y a pas pour une fréquence ça passe complètement, pour une autre fréquence ça passe pas du tout. C'est continu. Donc il faut qu'on se trouve un critère, une convention pour dire ça passe pas. Donc c'est un peu comme aller en boîte de nuit, hein. La convention c'est théoriquement pas avant 18 ans. Et voilà, ça peut nous paraître, ou ça peut vous paraître, quand vous étiez jeune, injuste, inique, de dire c'est 18 ans, pourquoi pas 16? Pourquoi pas 15? Bon. Donc là, même chose, il faut choisir quelque chose, voilà, on est obligé de choisir, et on pourrait choisir autre chose. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire que, eh bien, le filtre laisse passer le signal si le gain pour la fréquence considérée est suffisamment grand, et suffisamment grand ça veut dire, enfin ça se traduit par supérieur au gain maximal de ce filtre sur racine de 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace le gain en fonction de la fréquence, par exemple on a un gain qui fait ça. Donc là on voit que le gain il est max. Là. Il est max pour cette fréquence-là. Donc clairement, si la fréquence d'excitation c'est FM, eh bien le gain il est maximal. Donc là ça passe, clairement. Par contre on voit bien que par exemple ici le signal est tout petit. Le gain va être tout petit, donc le signal de sortie va être tout petit. Donc là clairement ça ne va pas passer. Et donc par contre là, est-ce que je considère que ça passe ou pas? Le gain c'est la moitié de Gmax. Est-ce que je considère que ça passe ou pas? Eh bien d'après cette définition de la bande passante, eh bien non, ça ne passe pas. Pour que ça passe, il faut que le gain soit supérieur à Gmax sur racine de 2. Donc en fait, ça vous donne une limite. Mettons, c'est ça, en vert. Gmax sur racine de 2. Donc ça veut dire que, ici, ces fréquences-là ont un gain suffisant pour que le signal en sortie soit suffisamment grand. Et donc on va dire que ces fréquences-là passent. Et bien cet ensemble de fréquences, qu'on appelle la bande passante. Voilà, c'est la bande qui passe. C'est-à-dire qu'il y a un signal en sortie qui est suffisamment important. Et on va considérer du coup que toutes les fréquences qui sont hors de cette bande passante eh bien, ne passent pas. C'est-à-dire que si vous mettez en entrée une fréquence par exemple comme celle-ci, eh bien, vous aurez en sortie un signal qui n'est pas nul, mais dont l'amplitude est suffisamment faible pour qu'on puisse le négliger. Voilà le principe. Alors il se trouve qu'on peut avoir, non pas une bande passante, mais, enfin si, toujours une bande passante, mais constituée de plusieurs sous-bandes. Par exemple, si vous avez le gain qui fait des montagnes russes comme ça. Donc là on a Gmax. Donc c'est le gain en fonction de la fréquence.
Et donc si on suppose que g max sur racine de 2 c'est ça, non, bon, j'ai un peu exagéré, ça ressemble plus à diviser par 2, bon, on imagine, g max sur racine de 2. Et là on voit qu'on a une première bande passante là, et on a une deuxième bande passante là. En fait la bande passante ça va être ça union ça. Alors ça c'est des choses que vous avez déjà vues au lycée. Par exemple, quand on regarde l'action de l'atmosphère sur le rayonnement qu'on reçoit du soleil, eh bien il peut y avoir différentes bandes de fréquences ou de longueur d'onde qui sont capables de traverser l'atmosphère, alors que les autres sont bloquées par l'atmosphère. Donc typiquement, il y a certaines ondes radio qui sont capables de traverser l'atmosphère, et puis il y a les ondes visibles qui sont capables de traverser l'atmosphère. Donc on a vraiment cette situation-là avec des bandes, enfin des sous-bandes, disons, qui sont disjointes les unes des autres. Voilà pour ces définitions. Donc maintenant, on va quand même continuer avec l'exemple qu'on a déjà vu pour voir quelle est la bande passante donc pour le circuit RC. Donc, eh bien pour trouver la bande passante, déjà on a besoin de G max, donc le gain maximal. Alors ce gain maximal, alors soit on fait une étude de G en fonction de oméga, puisque G est une fonction d'oméga, donc on peut chercher le max, ou alors on peut le trouver direct. Alors quand on voit G, eh bien on voit que G est strictement décroissante avec oméga. Donc ça veut dire que forcément G max, ça sera le gain lorsque oméga est le plus petit possible. Donc c'est G lorsque oméga tend vers 0. Donc G max ici, c'est 1. Et après pour toutes les autres fréquences, c'est plus petit que 1. Parfois c'est beaucoup plus compliqué pour trouver G max. Du coup, cherchons maintenant les pulsations pour lesquelles eh bien, G est égal à G max. Donc je cherche les oméga n tel que G est égal à G max sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc ça c'est le critère. Maintenant pour trouver ce critère, eh bien, il faut que j'utilise l'expression du gain. Donc le gain, on a trouvé que c'était 1 sur racine de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et donc ça, il faut que ce soit égal à 1 sur racine de 2. Ah bah ça tombe bien, vu la tronche que ça a, eh bien il faut que oméga carré sur oméga 0 carré soit égal à 1. Donc il faut que oméga carré soit égal à oméga 0 carré, donc il faut que oméga soit égal à plus ou moins oméga 0. Sauf que oméga c'est une pulsation, donc forcément c'est positif. Donc finalement il y a une, alors pardon oui, ça c'est ce qu'on a appelé les oméga n, et donc il y a une seule pulsation qui est la limite de bande passante. Donc ça veut dire que eh bien, je n'ai pas, comme dans les exemples que j'ai tracés, une bosse avec donc deux pulsations qui donnent la limite de la bande passante, mais j'en ai une seule. Donc en fait, si on trace G, G ça va ressembler à ça. Avec ici 1. Et donc je viens de trouver que là, donc on a 1 sur racine de 2, c'est-à-dire G max sur racine de 2, et on vient de montrer que du coup, eh bien ça c'est pour oméga 0, alors ici j'ai fait en fonction de la fréquence, donc c'est F0. Et donc on voit bien que le gain est plus grand que G max sur racine de 2 pour toutes les fréquences inférieures à F0. Donc en fait la bande passante elle est là. Si vous prenez une fréquence plus petite que F0, eh bien vous obtenez bien un gain qui est plus grand que 1 sur racine de 2. Donc voilà la bande passante. Voilà. Hop. Allez, on fait une petite pause et puis donc dans la seconde vidéo, on va voir les représentations graphiques.